Aujourd'hui, j'ai la joie de recevoir un invité que je suis depuis plusieurs années, qui m'inspire énormément à la fois dans la vie d'homme et dans la posture de père. J'ai découvert David Nicolas à l'époque où il enregistrait un épisode avec Pierre Dufraisse, que vous avez déjà écouté sur le podcast. Et depuis, je ne l'ai plus quitté des oreilles. Je suis devenu un auditeur fidèle de son propre podcast Limitless Project, que je vous conseille vivement, qui est un concentré d'énergie brute, d'outils, de clarté, d'outils concrets pour vivre vraiment plus intensément, mais aussi plus consciemment. On peut suivre un peu toute l'évolution de David et c'est vraiment chouette à écouter. J'ai eu la chance de le rencontrer plusieurs fois en vrai, notamment lors de son événement, le festival Limitless, et à deux, trois événements de Pierre également. Et j'ai pu sentir à quel point David, comme Pierre, incarne vraiment ce qu'il transmet et ce qu'il parle. Aujourd'hui, on va parler de son parcours, de la création de Limitless, de Féroce, mais surtout de sa paternité et de la manière dont il conjugue intensité, conscience, transmission dans l'éducation de ses deux filles. Merci David d'avoir accepté mon invitation et bienvenue sur mon podcast. Et Bienvenue dans Cœur de Papa. je suis Aurélien, papa des 4 merveilleux enfants que vous venez d'entendre. Et je vais vous partager mes aventures et réflexions d'être un papa à 100%. Au programme, ma vision de la parentalité, de la paternité, de l'instruction des enfants, de leur santé et de la mienne, et de l'intégration de tout ça dans le quotidien. Entre doux rêves et réalité, c'est parti pour l'épisode d'aujourd'hui. Et pour l'audience qui ne te connaîtrait pas, tu peux te présenter rapidement. Et j'aime bien ta vision. Tu en parles beaucoup sur tes podcasts, mais si tu peux la rappeler ici, de comment toi tu conjugues ta vision vie pro, vie perso, où souvent tu dis voilà, c'est pas ou, mais c'est et. Si tu peux un peu développer ce point-là aussi dans ta présentation sur cet aspect-là. Eh ben, avec plaisir, écoute, merci Aurélien déjà pour ton invitation et puis, je suis content de participer à t'inspirer depuis si longtemps, et de te compter parmi les auditeurs fidèles de Limitless. Tu m'as déjà bien présenté. En réalité, je suis père de 2 filles merveilleuses que j'aime énormément et qui ont, littéralement changé ma vie et ma vision, d'ailleurs, de la famille, le sens que je donne à chaque action, chaque chose, que je fais dans mes journées. J'aime aussi le sport et donc j'explore plein de choses. J'aime bien me fixer régulièrement de nouveaux défis et donc là, je pars demain pour traverser la jungle amazonienne en courant en semi-autonomie. C'est-à-dire que je porte toutes mes affaires, ma nourriture, et cetera et on me fournit simplement l'eau. Et puis à côté de ça, donc j'ai le podcast Limitless Project et une marque qui s'appelle Féroce, qui commercialise notamment un steak haché composé à 80% de viande de bœuf nourrie à l'herbe et à 20% d'abat, pour une densité micronutritionnelle absolument incroyable. Donc à titre de comparaison, un haché Féroce, ça équivaut à 4 kilos de légumes en vitamines et minéraux. Et donc sur cette relation, effectivement, sur cet équilibre vie pro, vie perso, c'est vrai que j'aime pas cette notion d'équilibre parce qu'elle sous-entend que que dédier du temps à l'un en soustrait forcément à l'autre. Alors que moi, j'ai l'impression que tout est interconnecté. C'est-à-dire que, par exemple, quand je suis en train de courir, là, je te parle de mon aventure en Amazonie, ben, est-ce que c'est du temps perso? Est-ce que c'est du temps pro? En réalité, c'est quelque chose que je fais pour moi, mais c'est aussi, ça qui va nourrir, certains contenus que je vais pouvoir créer pour Limitless. C'est des moments dans lesquels j'ai généralement plein de nouvelles idées très créatives pour ma vie d'entrepreneur. Donc au final, c'est pas vraiment catégorisé et enfermé dans une boîte comme on a souvent l'habitude de le penser. Et moi, dans mon quotidien, j'essaie plutôt de chercher à ce que chaque pièce du puzzle de ma vie catalyse les autres. C'est-à-dire que j'observe la façon dont mon énergie se dépense au cours de la journée, ce qui draine mon énergie par rapport à ce qui m'en donne, ce qui me donne l'impression de m'élever et de contribuer à des projets porteurs de sens, à des temps de qualité avec ceux que j'aime, à des défis sportifs qui m'animent. Plutôt que de me dire ah bah tiens il faut que j'ai tant de pourcents de mon temps qui soit dédié à ceci, il faut que je fasse tant d'heures par semaine pour mon travail pour avoir l'impression d'être productif. Et c'est vrai que parfois
des personnes extérieures regardent ma vie et puis me disent que j'en fais trop, que je devrais plus me reposer, plus faire ceci, plus faire cela. Et en réalité, j'ai pris conscience que on a tous des personnalités un petit peu différentes. Et moi, je me sens bien dans des environnements très dynamiques. J'ai besoin de beaucoup de variété intellectuelle, donc des efforts entre guillemets analytiques, très mathématiques et stratégiques. D'autres qui sont plutôt liés à la créativité, à l'image, à l'écriture, etc. Mais aussi des moments en nature et des marches seules où je vais laisser mon esprit divaguer un petit peu dans tous les sens, des moments de partage avec des gens qui m'inspirent, qui m'élèvent, ou des moments de qualité avec mes filles qui m'inspirent énormément par leur découverte et leur amour du monde. Et en fait, je me sens heureux dans cette diversité. Et plutôt que de chercher, tu vois, c'est pareil. Le modèle un peu classique, c'est je travaille pendant toute la semaine et puis le week-end, je me repose pour récupérer. Ben, moi, je travaille tous les jours de la semaine, je travaille aussi le week-end parce que déjà, je vois pas le travail comme du travail. Pour moi, le travail, c'est pas un effort, c'est quelque chose que j'adore faire. Je suis absolument passionné par mes projets. Et tu vois, le soir, par exemple, je vais lire des livres parfois sur la physiologie, sur la nutrition, sur la philosophie, etc. Et, est-ce que c'est du temps de passion ou est-ce que c'est du temps en fait de travail, étant donné que c'est des données après que je vais utiliser pour mes podcasts, pour écrire mes newsletters, etc. Enfin, tu vois, encore une fois, ça montre que tout est connecté. Et même dans mes vacances, pour moi, passer 2 semaines sans rien faire, c'est une angoisse. C'est pas du tout quelque chose qui m'excite ou qui me donne envie. Donc, quand je suis en vacances, ben, comme j'ai tendance à me lever tôt, je vais peut-être travailler de 6 heures à 11 heures. Et puis à 11 heures, on prendra le repas du midi, parce que je petit déjeune pas le matin, donc on peut manger tôt. Et puis l'après-midi, on va faire des activités en famille, découvrir la ville, ou faire des randonnées, etc. Et voilà. Et donc au final, j'ai eu des moments de découverte, des moments de plaisir, de détente, de partage en famille, et en même temps des temps de concentration intellectuelle qui pour moi sont importants. Ouais, super. Ben, effectivement, ça vient tout de suite poser les bases et montrer voilà, une autre façon de penser que ce que la société veut un peu nous imposer. Et c'est aussi un peu dans ce but-là que j'ai créé ce podcast, c'est pour bah, montrer des parcours de gens qui font autrement que ce qu'impose un peu la société et montrer qu'on peut faire différemment. C'est important. Tu vois, moi, ben, par exemple, je suis papa donc de 4 enfants instruits à la maison, donc du coup, je me retrouve aussi souvent dans les sorties avec les enfants, le seul papa ou des fois il y en a un ou deux, mais genre papa à plein temps, ben c'est souvent le rôle des mamans, quoi. C'est les mamans qui souvent qui s'arrêtent et qui prennent ce rôle-là. Et ben chez nous, on a eu l'occasion de faire différemment et voilà, j'aime bien montrer des parcours de vie un peu différents. Et le tien est très inspirant quand tu arrives à combiner un peu tout ça. Et d'ailleurs, le but à long terme de ce podcast, ça serait aussi de retrouver un peu un équilibre avec ma femme, ou qu'elle puisse, elle, descendre son activité pro et pour s'occuper un peu plus des enfants et moi, faire l'inverse. Je trouve ça admirable, ben, ce que tu fais. Déjà, t'occuper de 4 enfants, c'est effectivement un job à plein temps, et c'est vrai qu'on a tendance à le sous-estimer. Et il y a plusieurs choses que je trouve intéressantes dans ce que tu évoques. La première, c'est cette idée de cellule familiale. Tu vois, souvent on cherche, justement, on revient à cette notion d'équilibre, on cherche l'équilibre des tâches, que chacun contribue autant, fasse autant de choses, et cetera. Pour moi, c'est pas ça la famille. À partir du moment où tu décides de partager ta vie avec quelqu'un, un conjoint ou une conjointe, et potentiellement que tu fais des enfants, eh bien, tu crées un organisme. Pour moi, ma famille, c'est un organisme vivant, et j'essaie de faire en sorte que chacun contribue à la hauteur de ses zones de génie au rayonnement de la famille, tu vois. Et donc, qu'est-ce que ça veut dire une zone de génie? Une zone de génie, ça n'a rien de prétentieux. C'est la réunion entre tes talents naturels, ton alignement et ce que tu aimes faire. Et donc potentiellement, tu vois, ma femme, par exemple, elle aime bien faire le ménage et faire la vaisselle. Tu vas me dire que c'est cliché, mais en réalité, pour elle, c'est des moments un peu de détente et de méditation. Moi, à l'inverse, j'adore faire les courses et préparer à manger. Elle déteste ça. Eh ben, on va pas se dire, bah non, bah par équilibre des tâches, on va faire 50-50 de vaisselle, puis 50-50 de repas, et puis voilà. Non, elle fait ces tâches-là, moi je fais les autres, et au final, on a un équilibre comme ça, et on est heureux dans cet équilibre. Et c'est pareil, tu vois, sur le temps de travail, sur la façon de s'occuper des enfants, etc. On a chacun des
des tâches, des responsabilités différentes, et on a essayé de connecter tout ça de telle sorte à ce que on puisse s'épanouir en tant que personne, tout en défendant et en permettant à ce qu'on construit comme organisme de progresser et d'être le plus fort possible. Et quand je parle de fort, c'est pas fort sur le plan de l'opposition, mais plutôt dans créer un espace, un cadre qui permette notamment à nos enfants de s'épanouir dans un environnement qui soutient justement leur émerveillement et leur exubérance naturelle, et puis nous permettre à nous en tant que parents également de nous épanouir et nous réaliser en tant que personne. Donc voilà, ça c'est une première chose. Et la deuxième chose, tu me disais quand tu allais te promener dans des parcs et tout, on disait ah bah tiens, enfin on voyait que tu voyais pas beaucoup d'autres papas et t'étais un petit peu tout seul parce que normalement c'est un job de femme. Tu vois, moi je trouve ça dingue parce que euh, justement dans l'équilibre de ma vie, je consacre du temps à mes enfants et donc j'essaie d'être présent pour elles. Donc tu vois, par exemple, bah, tous les jours, tous les soirs, on mange ensemble, etc. Je leur lis l'histoire. Le week-end, je dédie du temps à faire des activités avec elles, etc. Et pour moi, c'est hyper important et c'est naturel. Tu vois, je verrais pas mon rôle de père autrement. Et extérieurement, bah, parfois on me dit, tu vois, j'ai des remarques du style, ah bah c'est bien que tu puisses être entrepreneur et en même temps être un père présent, que tu sois là pour tes filles, et comme si c'était surprenant, tu vois. Et moi je trouve ça dingue que ça étonne les gens parce que c'est l'inverse qui me choque. Comment est-ce que tu peux imaginer? En fait, j'ai l'impression que tu vois maintenant tu fais des enfants. Enfin, je dis maintenant, c'est pas vrai, peut-être pas maintenant, mais en tout cas il y a des gens qui font des enfants parce que ça fait partie du chemin logique et classique dans la vie et la réalisation d'un homme ou d'une femme d'ailleurs, sans forcément prendre la mesure des responsabilités que ça implique. Et pour moi, l'une des premières responsabilités, eh ben, c'est d'élever ses enfants. Et quand je parle d'élever ses enfants, c'est pas d'essayer de créer une relation descendante où tu leur dis ce qu'ils doivent être, mais plutôt justement les guider, leur offrir ce cadre qui leur permet de s'épanouir et de se développer en tant que personne dans le monde. C'est clair, ben, souvent, ouais, l'image de l'entrepreneur, bah, comme tu l'avais, tu le dis dans tes podcasts, tu l'avais peut-être aussi au début, c'était voilà, tout sacrifier pour l'entreprise, pour le projet. Et souvent, c'est ce que font les gens et ils sacrifient malheureusement la relation avec leurs propres enfants s'ils en ont avant. Et c'est ça, ouais, effectivement, qui est dramatique et voilà, qu'il faudrait changer, quoi. Et alors c'est marrant parce que justement, par le passé, je travaillais 80 heures par semaine, j'avais l'impression de beaucoup travailler, et puis de pas avoir beaucoup de temps pour autre chose. Et aujourd'hui, ben, je dédie pas mal de temps à ma famille. Et pour autant, je mesure plus mon travail. Mais en fait, une fois, je me suis amusé quand même pendant une semaine de traquer, bah, le temps que je passais à travailler, à lire, des livres, enfin, à écouter des podcasts, enfin tout ce qui d'une façon, directe ou indirecte contribue à mon travail. Et en réalité, je travaille autant qu'avant. C'est juste que comme j'ai un travail qui m'épanouit beaucoup plus, j'avais l'impression de travailler 2 fois moins. Donc ça, c'est un 1er point. Et la deuxième chose, c'est que naturellement, pour réussir à faire ça, eh bien, je suis obligé de sacrifier des choses. Et donc, ces sacrifices, ben, déjà, ça passe par une organisation très très rigoureuse de mon emploi du temps. Je me couche toujours à la même heure, je me lève toujours à la même heure, mes journées elles sont très cadrées, etc. Et donc, dans ce qui semble être une contrainte, j'arrive à trouver de la liberté et surtout, je réduis énormément ma charge mentale, ma charge décisionnelle, toutes les pertes de temps inutiles, etc. Puis de l'autre côté, il y a quand même des sacrifices. C'est juste que mes sacrifices, c'est pas ma famille, c'est pas mes enfants. Mes sacrifices, c'est les réseaux sociaux, c'est le fait de pas regarder ou très peu la télé, etc. En fait, c'est toujours des questions de priorité. Tu vois, les gens ils disent oui, j'ai pas le temps de faire du sport, etc. Même si j'avais vu un gars, il s'était amusé à calculer le nombre d'heures à disposition chaque semaine, et puis il mettait, je sais plus, 50 heures de travail, il rajoutait 10 heures pour les corvées entre guillemets de gestion du quotidien, etc. Enfin bref, il ajoutait plein de petits trucs et en voyant large, tu vois. Et en fait, il restait toujours du temps. C'est juste que les gens euh, souvent, si tu observes pas la façon dont tu dépenses ton temps, il part sans que tu en aies le contrôle. Je pense qu'observer ces journées, c'est vraiment une bonne façon de prendre conscience de la façon dont tu dépenses ton temps, parce qu'en réalité, le temps, c'est une ressource, et les actions que tu vas mettre en place dans tes journées, c'est des dépenses. Et donc, prendre conscience de ça, et ben, ça te permet de choisir ce sur quoi tu veux prioriser par rapport à ton équilibre de vie et ce qui est important pour toi. Et donc, tu vois, naturellement, moi me faire des after work le jeudi et le vendredi soir
boire un petit peu trop et puis faire la fête avec un barbecue, c'est pas un truc qui m'élève, qui me rend heureux. Je suis pas en train de critiquer les gens qui le font. Je dis juste que moi, vis-à-vis de mes valeurs et de ce qui m'importe et me rend heureux, c'est pas quelque chose qui me nourrit. Donc ça existe pas en fait dans ma vie. Et ben naturellement, tu vois, j'économise peut-être 8 heures comme ça hebdo, rien que par ce type d'action. Et puis tu rajoutes l'heure ou les 2 heures que les gens passent sur Instagram que moi je passe pas, bah, je gagne encore 2 heures par jour. Et les séries Netflix ben, que je regarde pas, c'est pareil, j'économise peut-être 2 heures par jour. Et voilà, et au final, ben voilà comment est-ce que j'ai le temps d'être un entrepreneur accompli, d'avoir une boîte en hyper croissance et en même temps euh, de passer du temps de qualité tous les jours avec mes filles. Ouais, bah c'est top, ouais, c'est top et c'est ça qui est super inspirant dans ton parcours. C'est effectivement, tu le dis aussi dans les podcasts et ça je l'ai fait depuis longtemps, mais juste couper la télé et se couper des sources d'informations négatives. Déjà là, ça permet d'avoir une liberté mentale pour un peu planifier effectivement son temps. Et puis quand tu arrives un peu dans l'aboutissement comme toi, en fait à calculer du temps de lecture ou du temps où tu écoutes un podcast, finalement, vu que ça va nourrir ton travail, tu le comptes en temps de travail, alors que certains le compteraient en temps de loisir. Bah du coup, ouais, ça c'est C'est parce que aussi mon travail il est aligné avec ma passion, tu vois. Donc les choses c'est que je ça, oui. lis vont dans le même sens. Parce que avant, tu vois, c'était pas le cas. J'avais un boulot qui avait, enfin, je dirigeais une startup qui avait rien à voir avec ma passion pour le potentiel humain, et donc quelque part, c'était beaucoup plus difficile, tu vois, à ce niveau-là. Ouais, c'est pour ça l'importance de trouver un peu son ikigai et de plus voir le travail comme une contrainte et de trouver sa voie, quoi. Complètement. Et d'ailleurs, ça m'emmène un peu à la transition toute trouvée. Donc, je t'écoute depuis longtemps, mais je sais pas si tu le dis sûrement tu dois le dire dans les épisodes du début, mais je les ai peut-être pas suivis. Comment, en fait, t'es passé du fêtard qui sortait tous les soirs à, à l'idée, en fait, même de créer Limitless? Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer Limitless? Bah, je pense que c'est un petit peu comme tout dans la vie. En réalité, tu vois, j'ai l'impression que quand tu observes la vie des gens et notamment, quand ils ont une grande réussite ou alors qu'ils ont pris un virage à 180 degrés dans leur vie comme moi, on s'attend à ce qu'il y ait eu, un élément déclencheur déterminant qui, ait, fondé, tout leur destin. Alors que, à mon avis, c'est plutôt un faisceau d'indices, un faisceau de petits hasards qui, mis bout à bout, ont créé petit à petit un chemin qui est complètement différent. Tu vois, on pourrait prendre cette métaphore. Imagine, je marchais sur un chemin donc qui était le chemin de l'hygiène de vie déplorable, où je buvais beaucoup trop, je consommais pas mal de drogue, je faisais souvent la fête, je travaillais 80 heures par semaine, j'étais full sédentaire, j'avais une alimentation déplorable. Ok, ça c'était mon chemin. Et puis il y a quelques petites choses qui m'ont fait aller sur un chemin qui était parallèle. Il était simplement incurvé d'un angle légèrement différent. Mais tu vois, au début, les deux sont vraiment presque l'un à côté de l'autre. Il y a juste l'angle qui diffère un tout petit peu. Sauf que avec cet angle qui diffère un tout petit peu, ben, des années plus tard, tu te retrouves à 180 degrés par rapport à ton chemin initial. Donc c'est important à mon avis de comprendre ça, et j'ai envie de faire passer ce message parce que dans les trucs de développement personnel, tu lis des livres, etc. Et puis souvent ça te semble être une montagne et tu te dis waouh, ça a l'air génial de vivre ce type de vie, mais ça semble être une montagne, et tu te dis c'est complètement inaccessible. Alors qu'en réalité, c'est simplement des petites actions mis bout à bout, la stratégie des petits pas qui, au bout d'un moment, te permet d'arriver au sommet. Et ça d'ailleurs, tu vois, j'ai fait un peu d'alpinisme, et systématiquement, quand tu vois le sommet d'un 4000 mètres, par exemple, il te semble inaccessible, il paraît tellement loin, tellement vertigineux, que tu te dis waouh, c'est impossible d'arriver en haut. Et pour autant, eh ben, tu mets un pied après l'autre, et plus tu te rapproches du sommet, plus c'est difficile parce que tu manques d'oxygène. Mais finalement, presque par hasard, au bout d'un moment, tu y es, et puis là, tu es subjugué par une émotion incroyable, à la fois la fierté d'être arrivé en haut, catalysée par l'effort physique qui t'a permis d'y arriver, et puis la beauté époustouflante du paysage. Et c'est un peu ce que je ressens aujourd'hui vis-à-vis de ma vie, où j'ai été avec un fond dépressif peut-être la majorité de ma vie, avec la sensation que justement j'étais plutôt en train d'escalader un chemin caillouteux de montagne. Et aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression de m'épanouir dans un lac. Tout est fluide, et tous les jours, je témoigne de la gratitude pour la vie que je mène parce qu'elle m'épanouit énormément. Et,
et c'est pas de la gratitude parce qu'on dit que c'est bien d'avoir tes 3 gratitudes par jour pour justement ta santé mentale. C'est de la gratitude parce que je sais d'où je viens et je sais la chance que j'ai de vivre la vie que je vis aujourd'hui. Mais donc, après cette version un peu philosophique, je peux te donner quand même deux, trois wake-up calls qui m'ont mis sur le chemin. J'en vois trois. Le premier, c'est mon père qui est tombé malade. Il a une cirrhose du foie. Il buvait un peu d'alcool et surtout beaucoup de soda toute la journée parce qu'il détestait l'eau. Donc la journée, il buvait des sodas, des jus de fruits, etc. Le soir, il buvait du vin. Au bout d'un moment, ça a flingué son foie. Et voir quelqu'un tomber malade, l'accompagner dans la maladie, etc., ça m'a porté à être plus responsable parce que j'avais un frère qui avait 7 ans de moins que moi, que j'ai dû m'occuper de mon père, de mon frère. Et ça m'a aussi montré ce que j'avais pas envie de devenir. Et je voyais dans plein de mes comportements des schémas répétitifs, pas seulement liés à mon alimentation, mais plutôt à des réflexes naturels qui me faisaient penser à ceux de mon père. Et mon père avait de grandes qualités, mais aussi des défauts parfois difficiles à vivre pour les autres. Et donc, je me reconnaissais dans certains de ces patterns, dans certains de ces schémas, et je voulais absolument pas les reproduire. Donc, il y a eu ce premier élément. Le deuxième élément, c'est que justement, en m'occupant de mon frère, il a eu envie de s'inscrire à une box de CrossFit, et j'avais pas envie de le laisser tout seul, donc j'ai décidé de l'accompagner. Et moi qui faisais pas de sport, ça a été une découverte assez incroyable. Et j'ai un côté assez compétitif, pas vraiment vis-à-vis des autres, mais vis-à-vis de moi-même. Et ça a vraiment catalysé justement cette envie de devenir meilleur, de me dépasser. Et je venais de loin, tu vois. Euh, donc j'ai commencé à m'intéresser à la nutrition, tu vois, à regarder juste un petit peu des forums, etc. Mais c'était déjà un premier pas. J'ai eu envie d'arrêter de fumer. J'ai bu un petit peu moins. Enfin voilà, il y a plusieurs choses qui sont mises en mouvement. J'ai acheté un livre, Tout ce qui ne nous tue pas nous rend plus fort, de Scott Carney, qui c'est un journaliste d'investigation qui voulait débunker la méthode Wim Hof et au final qui est devenu l'un de ses plus grands adeptes. Donc je me suis amusé à prendre des douches froides, à faire des respirations et je me suis aperçu que mon quotidien changeait. Et en fait, tu vois, je te parlais de la stratégie des petits pas tout à l'heure, mais ce qui est assez dingue avec cette exploration du potentiel humain, c'est que peu importe le point par lequel tu rentres, que ce soit le sport, la nutrition, la respiration, l'hormèse, ça a toujours un rétro-feedback positif qui métamorphose un petit peu ton quotidien. C'est-à-dire que tu te sens plus énergique, plus en forme, comme si les lunettes avec lesquelles tu regardais la vie et le monde commençaient à s'élargir. Et ça a un côté assez addictif. Et là, j'avais l'impression d'être comme un enfant à Noël avec plein de cadeaux à ouvrir. Et ils étaient tous emballés et c'était presque vertigineux parce que je me dis, waouh, mais c'est infini tout ça. Et donc, je suis devenu un peu accro, moi qui ai un caractère assez addictif. Je suis devenu accro non plus aux drogues et aux filles, mais plutôt à cette quête de performance. Alors au début, je cherchais à être plutôt une meilleure machine humaine, mais en réalité, ce qui est assez amusant, c'est à l'image de la pyramide de Maslow, quand tu commences à bien fixer le bas de la pyramide, c'est-à-dire tes besoins fondamentaux, physiologiques, etc., ben, naturellement, tu montes à des états plus élevés de conscience. Et ce que j'ai découvert, c'est pas seulement d'être plus fort, plus endurant, plus créatif et productif, mais surtout plus heureux, plus épanoui, avec une vision complètement différente de la vie. Et le troisième élément, j'ai envie de le mentionner parce que on a souvent tendance à critiquer les forces de l'ordre, la police, etc. Et donc j'ai perdu deux fois mon permis de conduire et la deuxième fois à cause de l'alcool. C'est quelque chose que je regrette énormément aujourd'hui, surtout maintenant que je suis papa, parce que j'ai conscience des risques que ça peut faire peser sur les autres. Et donc cette deuxième fois, je suis passé devant le juge, j'ai eu un retrait de permis, j'ai dû faire un stage, etc. Enfin, il y a eu tout un process, et notamment, ils m'ont fait des prises de sang. Et donc, mes taux de gamma GT, qui est un marqueur de l'alcoolisme, ont crevé le plafond. Forcément, je buvais euh, euh, une à deux bouteilles de vin tous les jours, plus le week-end où je faisais la fête. Donc, j'avais vraiment une consommation d'alcool qui était très, très importante. Après, le corps est incroyable, hein, il s'est habitué à tout et ça m'empêchait pas de me lever le lendemain et puis de travailler. Et à ce moment-là, j'étais déjà entrepreneur et j'avais une boîte qui fonctionnait pas si mal que ça. Donc, quoi. Mais ceci étant, maintenant que j'exploite mon plein potentiel, je m'aperçois que j'étais quand même très loin d'être au maximum. Quoi qu'il en soit, j'ai dû faire une prise de sang, mes gamma GT étaient hyper hauts et donc ils ont une demi-vie de mémoire de
de 30 jours, donc ou de 2 mois. Enfin bref, pour que je descende de moitié, il fallait que je reste full abstinent pendant 2 mois. Donc j'ai dû arrêter totalement de boire, même pas une goutte d'alcool pendant 2 mois. Et je vivais pas dans une capitale à ce moment-là, donc j'habitais à Montpellier, enfin même pas à Montpellier même, perdu dans la campagne, aux alentours de Montpellier. Donc pour moi, le fait de pouvoir conduire, avoir une voiture, c'était absolument essentiel. Donc ça a été une motivation suffisante qui m'a aidé justement à moduler ma consommation d'alcool. Donc j'ai arrêté de boire pendant 2 mois, j'ai fait la prise de sang, mes résultats de gamma GT étaient tout juste OK. Donc j'ai récupéré mon permis, mais un permis provisoire. Et 1 an après, je devais refaire des tests et une analyse de sang pour prouver que j'avais pas recommencé à boire. Et ben au final, tu vois, ça a été une motivation extrêmement forte qui m'a aidé aussi à réguler ce que j'arrivais pas à réguler seul. Ouais, et bah, super, super inspirant comme quoi des fois une petite contrainte, imposée peut quand même faire du bien. Tu as beaucoup parlé des petits gestes du quotidien là qui vont pouvoir faire 2 chemins, différents et que ça prend du temps et que voilà, il faut prendre ça. T'avais fait une news, t'avais appelé ça les phantom moves et moi je me suis inspiré de ça pour faire aussi un épisode. J'avais appelé ça les habitudes de l'ombre. Donc des petites habitudes qui effectivement, quelques années plus tard, changent grandement le chemin et c'est ultra puissant. Et ouais, parce que tu sais, quand tu lis tout ça, et cetera, enfin, moi, justement, tu vois, moi, passionné par tous ces sujets, à un moment, je me suis retrouvé à complexifier énormément mon quotidien, à rajouter des tas de routines, des tas de choses. Et j'aimais ça parce que j'adorais cette exploration et puis je trouvais ça cool de devenir la meilleure version de moi-même. Et d'un autre côté, ça prenait énormément de temps. Et maintenant, j'essaie plutôt de réfléchir à comment est-ce que tout ça, ça peut se tricoter dans ton quotidien. Et tu t'aperçois qu'il y a plein de petites choses qui peuvent en réalité ne pas prendre de temps. Juste en modifiant tes habitudes et en étant peut-être plus connecté à des formes de cycle naturel. Tu vois, je te prends des petits exemples, mais je sais pas, par exemple, la mobilité. Ben, à un moment, je faisais de la mobilité tous les jours, et cetera. Ça me prenait un quart d'heure. Et ben, maintenant, j'essaie simplement de, quand je lis un livre, de m'asseoir par terre et de varier les positions. Et donc, au final, j'ai pas un temps dédié et ça n'empêche que je vais travailler mon ouverture de hanche, ma dorsiflexion de cheville, enfin, plein de choses, potentiellement. Mon deep squat, et cetera. Un autre exemple, c'est, tu vois, dans le monde du biohacking, tu as ces fameux panneaux de lumière LED rouge et infrarouge. Ben, en réalité, ça, tu peux le remplacer par le fait d'aller marcher le matin au lever et au coucher du soleil, si possible en étant peu vêtu, pour t'exposer à cette lumière naturelle. Et en plus, je prends mon chien avec moi, donc ça fait de toute façon sa promenade, ça me permet de me mettre en mouvement, et cetera. Enfin voilà, il y a plein de petites choses comme ça que tu peux faire, que tu peux mettre en place. Même, bon, moi j'adore faire du sport, donc j'en fais, mais même quelqu'un qui n'aurait pas le temps de faire du sport, il pourrait rendre ses trajets pour aller au travail un peu plus difficiles en prenant un sac à dos lesté. Et puis, s'il suit la méthode Pomodoro ou même sur un rythme un peu plus long, avec une phase de deep work de 55 minutes et 5 minutes de pause, bah, sur ces 5 minutes de pause, faire des squats, des pompes, quelques tractions. Et naturellement, tu vois, dans sa journée, il va se retrouver à avoir eu une activité physique relative suffisante que pour soutenir sa santé et son métabolisme. Ouais, ouais, c'est clair. Super inspirant, ouais, tout ça. Et donc là, t'as répondu un peu à comment ton chemin s'est tracé, mais si on revient plus à la genèse de Limitless, est-ce qu'il y a eu quelque chose qui t'a dit, ok, t'as eu des prises de conscience, voilà, d'être une meilleure version de toi-même, mais il y a encore un switch, un delta, en se disant, tiens, maintenant, j'ai envie de le partager et de diffuser ça. Et comment ça s'est créé ça? Il y a 2-3 choses. J'ai écouté pas mal Génération Do It Yourself à l'époque. Ça a été, l'un des premiers podcasts, je pense en France en tout cas. Il y avait beaucoup, beaucoup moins de choix, qu'aujourd'hui. Et j'ai adoré parce que c'était vraiment une masterclass, enfin des masterclass à disposition. C'était absolument incroyable la quantité de savoir, de connaissances, de nouveaux paradigmes, et cetera, de remise en question que ça me permettait d'avoir. Donc j'ai trouvé que l'outil était hyper puissant. Donc, ça m'a naturellement donné envie de bénéficier de cette puissance pour ces sujets qui me passionnaient. Donc ça, c'était un premier élément. Et le deuxième élément, il est lié au fait que j'ai toujours été entrepreneur. J'ai toujours créé des boîtes et souvent, je crée des boîtes parce que je détecte des opportunités. Euh, et, euh, et d'ailleurs, pour la petite parenthèse, enfin, j'ai dû me construire un peu seul
et donc j'ai souvent suivi des opportunités parce qu'elles pouvaient maximiser ma réussite financière ou sociale, notamment parce qu'à cette époque, je croyais aussi que pour mériter d'être aimé, il fallait que je réussisse. Bon, pour plein de raisons liées à mon enfance, etc. C'était une croyance qui était un petit peu ancrée en moi. Et donc, j'ai créé des boîtes, non pas parce qu'elles me passionnaient, mais parce que je savais que ça pouvait marcher. Et comme j'en ai créé beaucoup dans le monde des médias et de la publicité, ben, je trouvais facilement des opportunités dans ce secteur. Sauf que là, j'avais commencé à switcher et je m'apercevais que j'avais un peu trouvé ma voie, quelque chose qui me passionnait profondément, mais que je connaissais pas du tout. Tu vois, j'avais pas de formation médicale, j'avais aucune autorité dans le domaine ni rien. Donc, je me suis dit, ben, la meilleure façon de peut-être un jour pouvoir détecter des opportunités dans cette thématique qui me passionne, et ben, c'est de plonger dedans. Tu vois, donc il y avait cette double raison. La première, c'est masterclass. Je me suis dit que c'était une façon hyper puissante d'apprendre et de rencontrer des gens susceptibles de me faire évoluer sur mon propre chemin. Et la seconde, c'est et ben, grâce à ça, petit à petit, avec les années, détecter des opportunités qui me permettraient un jour de switcher et de créer une boîte dans ce secteur. OK. Ouais, donc ça a quand même été un parcours bien réfléchi Et pour d'ailleurs, pour la parenthèse, tu vois, tu me disais cette envie de partager. Pour être honnête, au début, c'était assez égoïste. Je considérais pas, si tu veux, que moi j'avais des connaissances à partager. D'ailleurs, si tu regardes l'évolution de mes podcasts, au début, j'avais une posture qui était beaucoup plus naïve et qui du coup a plu aussi parce que potentiellement, je posais des questions que plein de mes auditeurs se posaient. Et donc voilà, donc je faisais d'abord pour moi. Et ça a été un avantage parce que j'avais pas d'attente en termes d'audience, de rentabilité. Donc malgré le fait que ça me demande beaucoup de temps, alors même que j'étais déjà CEO d'une startup, etc., qui me prenait beaucoup de temps. Donc je me rajoutais vraiment une énorme charge de travail. Tu vois, on parlait tout à l'heure de ce qu'on considère comme loisir et comme travail. Bah là, à un moment, surtout que à un moment, j'avais la sensation d'avoir deux boulots de front et en plus, je culpabilisais un petit peu du temps que je passais sur cette partie limitless, etc. Parce que ben, à ce moment-là, je le percevais comme ben, un loisir. Même si j'avais déjà peut-être dans un coin de ma tête l'envie plus tard que ça devienne un métier, à ce moment-là, c'était plutôt un loisir. Et donc je me disais, bah voilà, parce que finalement, tu vois, enregistrer un podcast de 2 heures, si j'ai dû lire le livre du gars avant de le recevoir, etc., ben, il y a aussi tout le temps de lecture du livre. Enfin voilà, en volume mensuel, ça représentait quand même quelque chose de non négligeable. pour être passé de l'autre côté de la barrière, oui, je vois que ça prend du temps, entre l'enregistrement, le montage, la promotion. Heu, S'intéresser au sujet de l'invité, effectivement, ça peut prendre vite quelques heures. Hem Et du coup, l'aboutissement de tout ça, dans ton parcours, donc c'est féroce. Faut nous dire un peu, un petit mot là-dessus. Donc tu as réussi à abandonner ton boulot de start-up et créer, vraiment Féroce, donc qui est aligné là, qui fait que c'est plus un travail maintenant, que c'est une passion et que tout se nourrit. Le cycle, ça y est, et la boucle est bouclée. En tout cas, tout tourne. Ouais, c'est vrai, Féroce, c'est un peu la pierre angulaire de tout ce que je fais. Heu, L'idée sous-jacente, c'est que, au micro de Limitless, j'ai reçu plein de scientifiques, de médecins, et cetera, qui sont un peu alarmés par les niveaux de carence de la population générale. Pendant tout un temps, c'était surtout les femmes enceintes, les sportifs et les personnes âgées, et maintenant, c'est absolument tout le monde, dû notamment à l'appauvrissement, des sols, au stress chronique, qui réduisent, nos capacités d'absorption, le fait que, tu vois, tu manges de façon distraite en regardant la télé plutôt que d'être, vraiment dans un moment, de qualité dédié. Les produits ultra transformés qui sont très pauvres en calories, la mauvaise santé de notre muqueuse intestinale qui diminue nos capacités d'absorption. Voilà, il y a vraiment tout un faisceau de preuves, d'indices qui fondent justement ces carences multiples. Or, eh ben, le corps, il utilise les micronutriments, donc les vitamines et les minéraux, pour construire notamment des protéines. Et les protéines, c'est vraiment les Legos de la vie, c'est les bases de notre maison. Elles nous servent à créer les neurotransmetteurs qui me permettent là maintenant de discuter à mes neurones, de se connecter les uns aux autres et puis de réfléchir. Mais elles fondent aussi la construction des enzymes qui sont ces espèces de petits ouvriers qui permettent notamment d'assimiler les nutriments. Donc tu vois, on a besoin de ces micronutriments pour assimiler ces mêmes nutriments. Bref, et donc il y a une théorie du professeur Bruce Ames qui dit que
En gros, si on n'a pas suffisamment de ces cofacteurs, de ces micronutriments, donc de ces vitamines et minéraux, ben le corps va privilégier ces mécanismes de survie à court terme, quitte à invalider ce qui nous permettrait de vivre plus longtemps. Ça paraît hyper logique d'un point de vue survie, parce que ça sert à rien d'optimiser ta longévité si tu n'arrives déjà pas à vivre jusque demain. Mais bon, ça fonde en fait potentiellement un terreau propice au développement de la plupart des maladies de civilisation qui nous touchent aujourd'hui. Il a notamment très bien montré avec certains minéraux comme le sélénium, etc. Et donc il montrait que lorsque les niveaux de sélénium sont pas suffisants, le sélénium, c'est un oligo-élément qui est impliqué dans la création de 500 protéines. Et ben, le corps va en faire 5 ou 6 qui sont les plus importantes à ce moment donné là, mais les 494 autres, il va pas les faire. Et ouais, donc face à cette problématique, la réponse de la société, ça a été de concevoir des poudres. Donc il y a les aliments fortifiés, c'est-à-dire que les industriels ont parfois tendance à rajouter justement, par exemple, de l'iode dans le sel, du magnésium dans les farines, etc. Tu vois, dans la riz Corée, par exemple, ils ont rajouté du magnésium, etc. pour essayer de régler à ces problèmes de malnutrition. D'ailleurs, je fais une petite parenthèse. Au final, les carences, c'est considéré comme de la malnutrition, autant que l'obésité, le surpoids et la famine. Et donc, en 1943, face à l'explosion démographique, il y a eu une espèce de réunion entre des scientifiques, etc., pour essayer de trouver des solutions pour permettre de nourrir l'humanité grandissante. Et ils ont décidé de capitaliser sur les céréales, le maïs, le blé et le maïs, le blé et le riz, parce que les céréales, c'est très dense en énergie, c'est facile à stocker et à transporter. La problématique, c'est que c'est pas si intéressant que ça sur le plan nutritionnel. Et c'est ce qui fonde aujourd'hui, justement, un autre type de malnutrition, c'est-à-dire que la faim dans le monde a bien diminué. Par contre, tous les problèmes liés à la malnutrition que j'ai cités précédemment, donc notamment les niveaux de carence, tu vois, les femmes entre 15 et 49 ans, par exemple, sont toutes massivement carencées en fer. Les enfants sont en surpoids de plus en plus jeunes et obèses. Tu vois, plus de la moitié de l'humanité est obèse. Et puis les maladies de civilisation, en fait, sont celles qui nous tuent le plus, donc c'est-à-dire le cancer, les maladies neurodégénératives, le diabète et les maladies cardiovasculaires. Bon, face à ce constat, aujourd'hui, on s'aperçoit qu'il faut qu'on optimise la densité nutritionnelle, et donc la réponse de la société, ça a été de concevoir des poudres, et c'est un petit peu ce qu'on fait tout le temps, tu vois. On a des problèmes, plutôt que d'aller essayer de régler les causes, on va aller taper sur les symptômes, tu vois. T'as mal quelque part, tiens, on va te donner un médicament, du coup, t'auras plus mal. Bah ouais, mais ce qui pourrait peut-être être un poil plus intelligent, c'est de te demander qu'est-ce qui a causé cette problématique et comment est-ce qu'on pourrait la régler à la source. Et je pense que la nature, dans sa grande intelligence et à force de milliers, de millions d'années d'évolution, a façonné des aliments qui sont parfaitement adaptés à notre physiologie et qui nous permettent d'atteindre un niveau de pleine santé. Et l'un d'entre eux, c'est notamment le foie de bœuf. Le foie de bœuf, c'est l'aliment le plus nutritif de la planète. Et c'est pas moi qui le dis. J'ai vu une étude du professeur Tibel aux États-Unis qui justement cherchait à solutionner ces problèmes de carence de la population. Et donc, il a dressé un comparatif de la plupart des aliments pour essayer de déterminer ceux qui étaient les plus susceptibles de couvrir nos AJR. Donc les AJR, c'est la quantité de vitamines et minéraux qu'on doit atteindre dans plusieurs nutriments cibles. Et donc, il est arrivé à la conclusion que 7 grammes de foie de bœuf suffisait à couvrir ses besoins, là où il faudrait 1,3 kg de légumes pour avoir la même densité nutritionnelle, et plus de 2 kg de céréales raffinées. Donc, tu vois, j'en reviens à cette réunion de 1943 où ils ont dit on va investir massivement dans le maïs, le riz et le blé. Et en réalité, il faut 2 kilos, plus de 2 kilos pour couvrir nos besoins en vitamines et minéraux, vs 7 grammes de foie de bœuf, tu vois. La problématique, c'est qu'aujourd'hui, on a complètement perdu l'habitude d'en consommer. Donc moi, j'ai eu l'idée d'en cacher dans un steak haché. Et c'est comme ça que j'ai créé Féroce, avec par ailleurs toute une emphase sur nos engagements en termes de qualité nutritionnelle, de valeur environnementale et de bien-être animal. C'est-à-dire qu'on travaille avec des fermes 100% à l'herbe, en élevage régénératif, qui sont les seuls à afficher un bilan carbone positif. Donc là, je te parle même pas d'être neutre, mais positif, parce que les vaches en broutant l'herbe permettent de séquestrer du carbone dans le sol. Et ces pâturages sont entourés de haies sauvages qui sont de véritables corridors pour la biodiversité et les insectes pollinisateurs. Donc c'est vraiment hyper positif à la fois pour l'environnement,
pour le bien-être animal, parce qu'elles vivent en liberté toute l'année, etc. Et elles font ce qu'elles sont censées faire en tant que vaches et en tant que ruminants, c'est-à-dire manger de l'herbe, plutôt que d'être nourries justement au maïs et au soja, ce qui crée un tas de déséquilibres chez elles et rendre leur viande potentiellement pro-inflammatoire, puisque déséquilibrée en oméga 3 par rapport aux oméga 6. Donc là, la viande féroce, elle a un super statut en oméga 3. Et là, tu t'aperçois qu'en fait, il y a une continuité. La santé des sols permet la santé des animaux et la santé des animaux permet la santé des hommes. Il y a un parfait alignement, si tu veux, entre toutes les valeurs de la chaîne. Et moi, j'aime bien résumer ça en disant que j'estime que la responsabilité de l'éleveur, c'est d'offrir les meilleures qualités de vie possibles à leurs animaux. Et ma responsabilité à moi, c'est d'honorer leur sacrifice en valorisant chaque morceau. Donc le foie de bœuf, le cœur de bœuf, on le met dans notre haché féroce. Les rognons, on les met dans nos boulettes. Derrière, on a des pièces de bœuf classiques. On récupère la graisse pour faire du suif. Donc c'est une alternative au beurre qui est une graisse oubliée, mais ancestrale, non transformée, brute, remplie de composés hyper bénéfiques et d'acides gras rares qui sont pourtant hyper intéressants. Les os pour faire du bouillon d'os. Le bouillon d'os qui est très riche en glycine et en collagène. Tu vois, aujourd'hui, on parle de plus en plus du collagène parce que ça a plein d'avantages et de vertus. On en parle souvent pour les sportifs parce que ça joue sur la santé articulaire et l'élasticité de la peau, mais ça va beaucoup plus loin que ça parce que le collagène, c'est la protéine la plus abondante du corps humain. C'est vraiment celle qui met en lien les tissus. Tu vois, quand tu regardes un bouquin d'anatomie, tu as l'impression que les couches histologiques, donc la peau, la graisse sous-cutanée, les muscles, les os, etc. Eh bien, tu as l'impression que c'est des lasagnes, que tout est séparé. En réalité, c'est pas vrai. Il y a justement ces fibres de collagène qui vont les traverser de l'os, depuis la peau jusqu'à l'os, et qui permettent d'avoir justement ce lien, cette cohésion, cette unicité du corps. Et ben voilà, tu vois, pour faire ce collagène, le corps il a besoin d'acides aminés, qui sont les petites particules élémentaires qu'on trouve dans les protéines, et notamment de glycine. Et la glycine, c'est considéré comme un acide aminé semi-essentiel parce que le corps est capable d'en faire lui-même. Mais il en fait 2,5 grammes par jour. À cela s'ajoute 1 gramme à 1,5 grammes avec l'alimentation. Donc voilà, donc au mieux, tu es à 4 grammes, on va dire, par jour. Alors que le corps, il a besoin de 12 grammes pour assurer le renouvellement de ses tissus. Donc ça veut dire que 100% des gens sont carencés en glycine et donc ne peuvent pas renouveler et régénérer correctement leur tissu. Donc forcément, c'est un vieillissement accéléré. Ben ça, tu peux prendre des peptides de collagène qui sont des procédés qui ont permis d'éclater justement le collagène en tout petits morceaux pour que ça puisse être assimilé. Mais voilà, on recommence à manger des poudres. Ou alors, tu peux manger du bouillon d'os. Le bouillon d'os ou ces plats mijotés que sont le bœuf bourguignon, la poule au pot, le pot au feu, etc., que nos grands-mères ont toujours mangé et qu'on a perdu l'habitude de manger. Donc voilà, la conclusion, c'est de dire que j'ai envie de ressusciter un petit peu l'alimentation ancestrale pour le monde moderne, parce que je pense que c'est la meilleure façon de nourrir nos cellules pour exprimer notre plein potentiel. Ouais, super, super intéressant et on pourrait t'écouter parler pendant des heures et comme tu m'as dit que tu étais limité en temps, je vais enchaîner un peu sur l'autre chose sur quoi je voulais t'emmener parce que j'avais encore plein de questions justement par rapport aux compléments alimentaires, tout ça, mais on pourra éventuellement refaire un épisode juste sur ça. Avec plaisir. Ouais, là, le prochain sujet que je voulais t'emmener, on en a un petit peu parlé, donc c'était le côté paternité. Donc toi, tu dis que t'as eu tes deux filles, qu'elles ont changé ta vie. Euh, Est-ce que tu peux rentrer un peu un peu plus dans les détails? Qu'est-ce que ça a changé? Notamment toi qui est entrepreneur. Tu parlais effectivement de l'équilibre familial, que maintenant c'est une cellule, c'est tout un cycle. Qu'est-ce que voilà, les filles ont changé, ont apporté en positif, peut-être un peu de négatif dans la gestion du sommeil ou de l'emploi du temps, mais voilà, qu'est-ce que tu peux dire sur le bouleversement d'être devenu papa? Alors, déjà, tu parlais de cette notion d'organisme. Donc, la première chose, c'est ce sentiment d'appartenance. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, enfin, jusqu'à ce moment-là, je me voyais comme une personne individuelle. C'est-à-dire que je vivais ma vie, je faisais mes choix, etc. Et puis, j'étais déjà avec ma femme, mais il y avait une forme, je sais pas si je peux parler d'opposition, c'est pas vraiment le cas, mais tu vois, je parlais d'équilibre tout à l'heure, ben justement de calcul, tu vois. On n'était pas intriqués totalement l'un l'autre. On était deux personnes qui avaient décidé peut-être de vivre ensemble ou de faire des choses ensemble, mais voilà, on restait
très individuel d'une certaine façon dans notre expression du couple. Alors que le fait d'avoir des enfants, eh bien, ça a transformé ça en une famille. Donc, on n'était plus 2 personnes individuelles, on était un organisme de 3 personnes et puis de 4 personnes. Et donc, ça a effacé un petit peu, ça a gommé un petit peu tout ça. Et tu vois, même dans ma vision de l'argent, je pouvais avoir une tendance, notamment parce que j'ai pu manquer par le passé, etc., à vouloir calculer combien est-ce que moi j'apportais au foyer et combien est-ce que ma femme apportait, ou est-ce que nos comptes soient séparés, tu vois, ce genre de choses. Pas méchamment, tu vois, mais avoir quand même un peu ce type de réflexe, alors que maintenant, ben, on va se marier en septembre sur le principe de la communauté des biens, et tout ce qui est à moi est à elle, et inversement, et ça me va très bien, tu vois. Et même si un jour on divorce, ce qui peut arriver, même si évidemment j'espère que ce sera pas le cas, ben moi, pour moi, c'est tout à fait ok que tout le patrimoine qu'on a construit ensemble soit divisé à 50-50, tu vois, parce que justement, on construit tout ça ensemble. Donc ça, c'est un premier point. Je sais, il est assez pragmatique, assez terre à terre, mais c'est plus que le côté fiscal ou héritage ou financier. Ça change aussi toute ma façon de vivre, parce que bah justement, au quotidien, tu vois, il y a plus cette séparation, cette espèce d'opposition avec le monde, avec l'extérieur. On est ensemble. Ça, c'est la première chose. La deuxième chose, c'est, tu me parlais de l'entrepreneuriat, eh bien, et puis même de façon générale aux choses que je fais dans ma vie, heu, c'est comme si ça avait donné beaucoup plus de sens à tout ce que je faisais. C'est-à-dire que je les faisais pas juste pour moi, et cetera, tu vois. Et je vais pas dire que tout ce que je fais, je le fais pour elle. Ça serait, c'est pas vraiment comme ça que je le pense, mais c'est comme si ça donnait une densité à tout ce que je fais, parce que ça lui donne plus de sens, parce qu'il y a une forme de continuité, tu vois, à ma vie, à mon action, et puis aussi peut-être une certaine envie d'avoir des choses chouettes à leur raconter, d'être un exemple et un modèle par rapport aux valeurs que je veux leur transmettre. Tu vois, beaucoup plus que les choses que tu leur dis, les enfants, ils apprennent par éponge, par observation. Et donc, ça te permet de prendre en considération, eh bien, la façon dont toi-même tu vis ta vie, et ce que tu as envie de leur montrer. Et d'ailleurs, c'est aussi un super miroir de tes défauts, parce que tu vas t'apercevoir que, je sais pas, si tu dis un gros mot, eh ben, elle va te le répéter. Et après, tu pourras pas lui en vouloir, parce qu'en fait, elle l'a pas appris nulle part. Elle l'a appris parce que toi, tu le dis, tu vois. Donc, c'est une sorte de miroir inverse qui te permet aussi de prendre en compte et en considération, ou même tes niveaux d'impatience, etc. Tu vois, je vois que quand elles commencent à vouloir développer leur autonomie, eh ben, peut-être qu'elle veut mettre elle-même ses chaussures, et puis il faut 5 minutes à mettre ses chaussures, et puis toi, tu as envie d'y aller, et donc ça te saoule. Et donc, tu pourrais t'énerver et lui dire, bah non, c'est bon, je te les mets, tes chaussures. Sauf qu'elle, non, elle veut le faire par elle-même, tu vois. Et donc, qu'est-ce que ça interroge sur toi, sur justement ton incapacité, alors que tu as 34 ans, à patienter pendant 5 minutes avant de sortir, parce qu'elle met un peu de temps, parce qu'elle, elle veut apprendre à le faire par elle-même. C'est aussi hyper inspirant, tu vois, quand tu regardes, quand ils apprennent à marcher, ben, ils avaient un super mode de déplacement et de locomotion pour aller d'un point A à un point B, qui était le fait de marcher à quatre pattes. Et pour autant, eh ben, ils vont essayer de se lever, quitte à tomber plein de fois, être beaucoup plus lent et que ce soit beaucoup plus difficile. Et peu importe le regard des autres, ils s'en foutent que les autres les regardent tomber, tu vois. Et c'est pareil, tu vois, ça met en perspective, nous, notre peur de changer de nos habitudes, de sortir de notre zone de confort, notre peur d'être jugé par les autres. Tu vois que ça, c'est des choses qui existent absolument pas. Je parle beaucoup de potentiel humain et d'énergie. Tu vois, je te disais, je me couche toujours à la même heure, je me lève toujours à la même heure. Bah, je trouve que la paternité, c'est hyper évocateur de la façon dont tu gères ton énergie. Parce que moi, j'ai envie d'être un père bienveillant. Père bienveillant, ça veut pas dire qu'il n'y a pas de cadre, mais ça veut dire que, autant que faire se peut, j'essaie de faire en sorte que mes filles adhèrent au cadre, parce qu'elles le comprennent, plutôt que de le leur imposer par la violence. Parce qu'en réalité, la violence, la colère, c'est que une escalade. Tu lui dis, bah machin, fais ceci. Elle te dit non. Bah qu'est-ce que tu fais? Tu hausses le ton? Bah non, tu fais ceci. Et donc, elle le fait toujours pas. Alors qu'est-ce que tu fais? Si tu fais pas ceci, tu vas aller dans ta chambre. Ok, bon, elle le fait toujours pas. Bon, alors après, tu l'enfermes tu la mets dans sa chambre. Elle sort de sa chambre. Et qu'est-ce que tu fais? Ben, tu l'enfermes à clé dans sa chambre, et là, elle détruit sa chambre. Ben, qu'est-ce que tu fais? Il te reste quoi comme solution? Tu la frappes? Non mais, Mmh. enfin, tu vois? Donc c'est forcément une escalade. Donc à mon avis, c'est pas un mode d'éducation enfin, c'est pas du tout la relation que j'ai envie d'avoir avec ma fille. Et si elle m'obéit, je veux pas que ce soit parce qu'elle a peur de moi. Je veux qu'elle m'obéisse parce qu'elle comprend pourquoi est-ce que je lui dis ceci ou cela. Et tu t'aperçois d'ailleurs que quand les enfants, ils comprennent le cadre, eh bien, ils y adhèrent beaucoup plus facilement. Et en plus de quoi, une fois que tu as
entre guillemets, dynamiter justement l'irritant, le point dur, tu vois, justement en leur permettant d'adhérer au cadre, eh ben, ils se représentent plus. Tandis que si tu es sur la voie de la colère, ben, en fait, ça va se représenter quotidiennement. Eh ben, pour avoir la patience et l'intelligence, la créativité suffisante à ça, il faut que j'ai bien dormi. Si j'ai mal dormi, si je suis sur le fil du rasoir, si je travaille trop, etc., si je suis à fleur de peau, je m'aperçois directement que je suis incapable d'être le père que j'ai choisi d'être. Alors que moi, j'ai 34 ans et qu'elle, elle a 4 ans. Donc, tu vois, ça te met aussi face à tes responsabilités. Putain, la petite, elle a 4 ans, moi j'en ai 34, c'est quand même moi l'adulte, tu vois. Et du coup, c'est évocateur aussi de ma posture en tant qu'homme et en tant que chef d'entreprise. Si je suis déjà pas capable d'être le père que j'ai choisi d'être pour mes filles, comment est-ce que je peux prendre de bonnes décisions en tant que chef d'entreprise? Comment je peux interagir de façon qualitative avec mes collaborateurs, etc. Donc ça te met face aussi à tes responsabilités en tant que choix de vie, qu'habitude de vie, de sommeil, d'alimentation, de sport, de gestion de tes émotions, de méditation, de charge de travail, etc. Donc tu vois, il y a aussi tous ces éléments. Et puis, il y a aussi évidemment beaucoup d'amour. Shoot d'ocytocine que tu te prends quand tu prends ta fille dans tes bras. Enfin, moi, c'est un truc, je m'en lasse pas, tu vois. Et d'ailleurs, je lui dis souvent je t'aime, etc. Et puis parfois, elle me dit mais pourquoi tu me dis tout le temps je t'aime? Oui, ok, pardon, c'est vrai, je le dis peut-être un petit peu trop souvent. Mais voilà, enfin, c'est tellement beau, tu vois. Le matin, je démarre maintenant chacune de mes journées. Ma fille, elle sort de sa chambre, je la vois avec ses grands yeux bleus, et son grand sourire. Les enfants, ils sourient. Enfin, moi, en tout cas, elle sourit toujours. En tout cas le matin. Et Léonore, c'est pareil, elle a 1 an et demi et voilà. Et démarrer la journée avec ça, enfin, ça n'a pas de prix, tu vois. C'est le meilleur antidépresseur du monde et c'est tellement beau que ça modifie après tout le reste de ma journée parce que j'ai déjà commencé avec le plus beau des sentiments qui soit. Donc voilà, donc ça c'est super. Et puis après, tu parlais d'équilibre de charge de travail et je pense que c'est quelque chose qui m'aide parce que moi, je suis passionné, je suis très curieux et donc j'ai tendance à remplir tout mon temps. Hem, en fait, en tout cas, j'ai du mal à m'ennuyer, plutôt ça. Et grâce à elle, et ben, j'arrive à passer, plein de moments qui sont pas productifs, qui sont pas utiles, qui servent à rien, en fait, mais pour autant, ils sont hyper importants. Et ça équilibre super bien ma vie d'entrepreneur, si tu veux. Parce que ça m'oblige justement à prendre ces temps où mon cerveau, il peut partir ailleurs, il peut ne penser à rien. Et donc voilà, c'est hyper. Ouais, c'est. Je pense que tu vois, s'il y a un coach en développement personnel avait dû me donner un travail ou quelque chose pour être un meilleur humain, plus heureux et plus épanoui, il aurait pu me donner des enfants. Et c'est ce que je dis souvent, les enfants sont un peu nos maîtres hein, dans la gestion des émotions, dans l'effet miroir qu'ils peuvent avoir sur nous. Ouais, c'est vraiment super important d'être disponible pour eux. Et du coup, ça m'amène à la question, du coup, tu disais il faut avoir un bon sommeil pour être apte à gérer ses enfants. Mais le problème, si on voit le cercle vicieux négatif, c'est que bah, les enfants, ils font pas leur ennui tout de suite, ou en tout cas la plupart. Comment tu gères du coup ton sommeil avec encore bah, la petite dernière qui a quoi 1 an et demi? Comment tu gères ça? Alors, moi, j'ai eu de la chance, franchement, les 2 elles ont plutôt bien dormi, désolé de le dire. Alors, on a fait du cododo au début, donc il y avait le lit qui était collé au lit, et Constance, elle a allaité. Donc, elle avait, les filles, elles se réveillaient peut-être, 2 fois par nuit, tu vois, pour téter. Mais donc Constance, elle avait juste à les récupérer comme ça du lit, à les mettre au sein et puis elle continue à somnoler à moitié pendant ce temps-là. En plus, Constance, elle a un super pouvoir que moi j'ai pas, qui est que si elle se réveille, elle est capable de se rendormir instantanément, alors que moi, c'est beaucoup plus compliqué. Donc moi, je dormais avec des boules C'est case et les un hormones, masque. ça, hein, c'est pas. Et je dormais avec des C'est boules les case et un hormones. masque et donc je faisais mes nuits, enfin voilà, sans être dérangé. Et là, tu vois, on en revient à ce que je disais tout à l'heure, on pourrait se dire: «Ouais, bah, c'est égoïste, lui, il se réveille pas pendant la nuit et cetera». Bon, bah, déjà, je pouvais pas allaiter, donc bon, l'un dans l'autre, ça aurait été compliqué. Mais bon, quoi qu'il en soit, indépendamment de ça, tu vois, à ce moment-là, on avait décidé ensemble et donc Constance, elle travaillait moins, donc elle avait aussi, bah, plus de temps pendant la journée pour récupérer. Et par contre, le matin et ben, quand je me réveillais, c'est moi qui m'en occupais, qui l'habillais, qui changeais la couche. Pendant la journée, j'étais pas mal présent pour ce genre de choses, comme ça l'a déchargé. Mais donc les nuits m'ont pas trop parasité, et en fait, ni pour l'une ni pour l'autre. Et là, tu vois, donc Léonore, elle a 1 an et demi, on l'a sortie de la chambre et maintenant elle dort avec sa sœur. Elles sont super contentes de dormir toutes les 2 dans la même chambre.
La grande parce qu'elle est hyper fière, d'avoir sa sœur avec elle et puis la petite parce que, bah, elle est pareille en fait. Donc les 2 s'entendent super bien et d'ailleurs, c'est un truc qui me frappe mais et qui me rend toujours, rempli d'émotions, c'est que Constance, pas pardon, Lucie, l'aînée, elle est hyper attentionnée envers sa sœur. Mais vraiment hyper attentionnée, toujours très attentive, alors que parfois sa sœur, elle est pas toujours, très gentille, mais parce qu'elle s'en rend pas compte, tu vois? Mais elle va lui tirer des les cheveux ou ce genre de choses. Et puis avant, elle bougeait pas beaucoup, elle faisait pas grand chose, donc c'était pas très stimulant. Et pour autant, elle s'en est toujours, ouais, super bien occupée, la première chose qu'elle fait quand elle rentrait de l'école, c'était d'aller lui faire un câlin, il y a des moments où elle va jouer avec elle, elle partageait, si elle avait un dessert ou un truc comme ça que sa sœur en voulait, elle le partageait alors même qu'on n'a pas beaucoup de sucre à la maison. Donc tu vois, les fois où elle a peut-être un bout de gâteau, c'est rare donc précieux. Et pour autant, ben, elle partage quand même avec sa sœur, tu vois. Donc ouais, franchement, c'est quelque chose qui m'impressionne, qui m'impressionne et qui me rend heureux. Et donc voilà, et donc tout ça pour dire que maintenant elles dorment dans leur chambre. Donc nous, ça nous donne un peu d'air aussi, le fait de plus l'avoir dans la chambre. Et par contre, ce qui a été plus compliqué, j'en témoigne là parce que c'est peut-être un truc dont on entend moins parler parce qu'on a plus de tabous, enfin, en France peut-être. Et voilà, et je pense que c'est quelque chose qui est partagé par beaucoup sans que ce soit forcément dit. C'est la sexualité en tant que couple. Et pour le coup, ben voilà, c'est clair que ça a été particulièrement touché. Et d'ailleurs, ça allait encore. Ça allait encore parce que en fait, on a des journées qui sont remplies, qui sont fatigantes, donc le soir, ben, tu pas forcément envie ou le courage ou l'énergie. Les moments où tu aurais le courage et l'énergie, ben, c'est pas le bon moment parce que les enfants sont là. Donc tu vois, il y a plein de moments où tu pourrais, mais t'as pas envie, et les moments où tu peux et où tu as envie, pardon, tu peux pas. Donc c'est un peu chiant. Donc voilà, donc il y a ça. Et puis j'ai l'impression qu'il y a une forme de compétition aussi d'une certaine façon parce que, hem étant donné que toutes tes activités familiales, la joie de voir tes enfants, de les prendre dans tes bras, enfin tous ces moments-là partagés, en fait, ils remplissent un peu ton réservoir, d'amour, ton réservoir d'ocytocine. Et donc tu as peut-être aussi un peu moins besoin, tu vois, de le satisfaire avec, par des voies sexuelles, tu vois? Et donc je pense que ça nécessite vraiment de mettre un focus dessus, de l'emphase et peut-être, enfin, tu vois, de se forcer un petit peu, pas négativement, mais voilà, voilà, de se forcer parce que sinon c'est un truc qui peut facilement passer à la trappe. Enfin, en tout cas pour nous, qui pouvait facilement passer à la trappe. Bah, c'est sûr qu'avec le cododo, déjà, ça, c'est pas évident. Et nous, on est encore là, la dernière, tu vois, elle a eu 2 ans, là, il y a 10 jours. D'ailleurs, je crois que c'était aussi ton anniversaire il y a pas longtemps, donc j'en Ouais, profite aussi jeudi. pour te le souhaiter. Merci. Et, et ouais, ma femme, elle est pas prête, là, comme elle sait que c'est la dernière, elle veut garder le cododo, l'allaitement le plus longtemps possible. Je pousse aussi un peu pour qu'elle retrouve sa chambre et qu'on retrouve un peu plus d'intimité et des meilleures nuits. Mais bon, ça prendra le temps que ça prendra, je vais pas mettre de pression. Mais Ah bah, ouais, j'ai dit que la mienne, elle avait 1 an et demi, en fait, elle a 18 mois, la petite, donc elle a un peu plus qu'1 an et demi. et la transition, ça s'est bien passé, Ah non, cododo. ça fait 1 an et demi, ouais, c'est ça. Ouais. Oui, bah, ouais, ouais, super. Bah, comme je te dis, tu vois, elle a été super, enfin les 2 en fait étaient super contentes de dormir ensemble. Donc ouais, ouais, non, carrément. Ça s'est trop bien passé. Ah bah c'est cool. On Ben, a de la chance. quand ma femme écoutera ça, ça la motivera peut-être à réessayer d'arrêter le cododo. Ouais, et après la sexualité, ouais, clairement, c'est un sujet un peu tabou et bon là, on n'a plus malheureusement le temps de trop développer, mais oui, c'est un sujet qu'il faudrait que j'aborde aussi dans le podcast. Ouais, bah, du coup, j'ai un petit truc quand même à partager, c'est de prendre des rendez-vous dans l'agenda. Je sais, ça fait bizarre de prendre un rendez-vous, mais au moins ça t'oblige déjà à avoir un petit reminder en mode, bah, tiens, voilà, on avait décidé de le faire, machin. Et voilà, et potentiellement dans une vie qui peut être bien remplie, ça permet de sacraliser un temps pour le couple. D'ailleurs, pas forcément pour faire l'amour, tu vois? Ça peut être juste, bah, voilà, on n'a pas envie, bah, on prend quand même ce temps-là et puis on se fait des massages, on se fait des câlins, on essaie en tout cas d'avoir, une vie de couple, quoi. Ouais, retrouver des moments à 2 quoi, pas sans forcément avoir des rapports, mais au moins, du moment de qualité à 2 quoi. Et Exactement. c'est vrai que, bah, quand tu as des enfants, 2, 3 ou 4, c'est vrai que ces moments-là sont de plus en plus rares et comme tu disais, tu reçois ta dose d'amour par les enfants et tu as un peu moins ce besoin-là. Mais ouais, c'est important de le nourrir et c'est important de le rappeler, ouais.
Bah, écoute David, merci beaucoup pour, tous ces échanges. On arrive au bout de l'heure là, donc je vais pas te garder plus longtemps, même si j'aurais encore plein de choses à te partager. Hem, on te retrouve, ben, sur, le podcast Limitless Project. Tu es un peu présent sur tous les réseaux. Est-ce que si des gens veulent un peu te suivre et partager, tout ce que toi tu partages, quel est on te Bah, retrouve? voilà, le podcast, c'est bien, la newsletter, je publie une newsletter par semaine où je raconte un peu mes réflexions, mes découvertes et puis, voilà et puis sinon le podcast, c'est super. OK. Et si vous voulez plein d'énergie, allez sur Féroce, commander de la bonne viande, Feroz.food, yes. ouais, c'est top. Et ma dernière question, si tu avais un papa ou un homme à me recommander pour un futur épisode, ça je me suis inspiré de ton podcast pour poser cette question-là aussi. Sachant que j'ai déjà eu Pierre qui m'a parlé de toi et de Jérémy, Jérémy Coron, donc Ouais, Jérémy tu peux c'est en recevoir, cours? Nicolas Agnon. Ah oui, j'ai Nicolas, ouais. Ouais, je vais me le noter. Ouais, enfin, je pense que ça peut être un super épisode. Ah oui, je sais pas pourquoi j'ai pas pensé à lui, parce que ouais, j'adore aussi, je l'ai découvert grâce à toi et j'adore ce qu'il partage. Eh ben top. Merci beaucoup David pour cet échange, c'était super intéressant, passionnant, inspirant, comme tous tes podcasts. Merci du temps accordé et on se dit à très bientôt. Avec plaisir, merci beaucoup Aurélien et bravo pour ce que tu fais. À bientôt, bye bye. Ciao, ciao. Merci, salut. Merci d'avoir écouté cet épisode de Cœur de Papa. Une des personnes qui m'inspire, c'est Pierre Rabhi, avec la légende du colibri. Chacun fait sa part. Alors partage-moi tes idées, tes réflexions, tes envies de prochains sujets, tes expériences. C'est ta manière, à toi d'apporter ta goutte d'eau à cette aventure. Et si ce podcast t'a plu, n'hésite pas à lui donner une note 5 étoiles et à laisser un commentaire. Tes retours sont précieux. Ils nous aident à faire grandir cette communauté de pères engagés. On se retrouve très bientôt pour un nouvel épisode. D'ici là, prends soin de toi et de ceux que tu aimes. Ciao!